Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette session. On va parler d'un projet qui s'appelle Vertex et puis on fera aussi de la musique à un moment. Vous verrez pourquoi on fait de la musique avec Vertex. En deux mots, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julien Ponche, je suis maître de conférence à l'INSA Lyon dans un laboratoire qui s'appelle le City. Et cette année, en fait, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Red Hat. Donc, je suis délégué en délégation en fait, chez Red Hat pour travailler justement sur le projet qui s'appelle Vertex. Et puis sinon, dans ma vie, j'ai fait plein d'autres choses. Des projets comme un langage qui s'appelle Eclipse Golo, vous le verrez apparaître à un moment sur la fin, etc., etc. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Vertex, qu'est-ce que la programmation et les systèmes réactifs, très rapidement, parce qu'en fait, réactif, c'est un mot qui est beaucoup à la mode en ce moment, on parle de réactif, donc on va essayer de démystifier ce que c'est. Un petit focus sur le cœur de Vertex, la programmation réactive avec Vertex et RxJava. Vous verrez que c'est assez sympathique pour composer des flux de données, pour aller interroger, notamment on fera un cas sur des services. Et puis on aura une démo, on fera de la musique, où David viendra me prêter main forte. Et vous pourrez participer en fait à une expérience de DJ mix collaboratif. Vous ne pourrez pas tout faire, mais il y a des choses sur lesquelles vous pourrez influer. Donc, alors en deux mots, le réactif, vous le connaissez déjà en fait, sans le savoir. Vous connaissez ce magnifique logiciel de manager qui s'appelle Excel. Et en fait, Excel, c'est déjà une forme de programmation réactive. Pourquoi? Parce que vous avez des cellules, vous avez des formules dans des cellules, et quand vous modifiez des valeurs, en fait, vous avez d'autres d'autres cellules, des colonnes qui vont réagir aux événements qui sont une valeur a été modifiée. Donc en soi, en fait, Excel, on sort souvent comme exemple pour dire, en fait, vous connaissez déjà le réactif parce que c'est de la programmation réactive. Alors, la programmation réactive, c'est de plus en plus important dans les systèmes réactifs, c'est-à-dire dans les applications distribuées qu'on a aujourd'hui. Et une application distribuée moderne, elle est soumise à énormément de flux réseau. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que, alors, évidemment, elle est connectée avec des sondes d'alarme, différents types de clients, du mobile, d'autres applicatifs, de l'IoT, enfin vraiment énormément de connexions réseau. Même une base de données ou d'autres services que l'on consomme sont des systèmes distribués avec lesquels on va s'intégrer. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'autour de l'application, il y a un réseau. Et le réseau, c'est tout sauf quelque chose de prédictible et fiable. À part si vous êtes dans un data center parfaitement calé, globalement, vous avez une latence qui n'est pas toujours bonne, vous avez un débit qui n'est pas fini, puis vous avez des pannes, ce qui est toujours le gros problème quand on fait des systèmes distribués. Donc, la programmation réactive, c'est un outil pour mieux concevoir des systèmes distribués qui vont marcher avec d'autres systèmes distribués. Alors schématiquement, votre logiciel, qui est un système distribué parmi d'autres, il va être soumis à beaucoup de stimulations qui sont des messages, qui sont des requêtes, qui sont des demandes de disponibilité, c'est-à-dire voir si votre service tourne toujours. C'est ce que ferait un orchestrateur comme OpenShift ou Kubernetes. Des remontées de métriques pour voir quelle est l'occupation, est-ce qu'il faut démarrer de nouvelles instances, etc. Donc votre logiciel il est soumis à plein de stimuli. Et le réactif, en fait, on peut le classer en trois grands thèmes. Donc, les systèmes réactifs sont des systèmes qui traitent des messages de manière asynchrone, non bloquante. Les flux réactifs, quand on traite des gros flux de données en continu et puis on fait des opérations dessus. Et puis la programmation réactive, c'était le cas d'Excel, mais c'est aussi le cas de ce qu'on va voir avec Vertex, RxJava, etc. pour programmer ces systèmes-là. Et donc vous voyez, Vertex, il apparaît dans tous les trois items. Vertex est utile là-dedans. Alors Vertex, en deux mots, c'est un projet qui appartient à la fondation Eclipse, qui s'appelle donc Eclipse Vertex, c'est le nom du projet open source, qui a été démarré en 2012 par Tim Fox. Et puis donc c'est un projet qui est sous licence double Eclipse et Apache. Alors c'est pas un framework, donc vous n'allez pas trouver de choses trop structurantes dedans, c'est vraiment un kit. Et vous allez choisir les briques qui vous intéressent pour composer votre application distribuée. Donc si vous n'avez pas besoin de vous connecter à MongoDB, vous ne prenez pas le module MongoDB, vous le prenez si vous en avez besoin. Donc vous allez assembler votre applicatif avec des briques qui vont permettre de faire ça. Et puis si vous connaissez Netty, qui est on va dire un toolkit réseau bas niveau en Java, à haute performance, Vertex est basé là-dessus. On a des performances très similaires à celles de Netty, c'est-à-dire que c'est efficace. Par contre, c'est un modèle de programmation beaucoup plus abordable que Netty, quelque chose de vraiment très bas niveau. Alors, Vertex, il est polyglotte, c'est-à-dire qu'on travaille sur la machine virtuelle Java. Donc évidemment, on peut programmer du Vertex avec Java.
Vous avez aussi tous les langages de l'écosystème de la JVM qui sont supportés, dont ceux-là qui sont officiellement supportés dans la pile Vertex, donc vous pouvez programmer en JavaScript, en Kotlin, en Scala, en Groovy, en Ruby, etc. Ou aussi en Java. Donc on va faire une petite démo parce que ça parle toujours beaucoup plus que des slides. Est-ce que le micro marche? Oui. Très bien. Donc on va faire du Hello World. Alors le Hello World, c'est... Merci David, t'es vraiment un chef. Donc le Hello World, moi c'est vraiment ce que je fais mieux dans ma vie, vraiment. C'est ma vraie spécialité. Donc on va partir sur un projet, là, je sais qu'il y a des problèmes d'affichage, est-ce qu'on voit tout? Oui. Donc avec Vertex, vous prenez ce qui vous plaît vraiment comme outil de build, environnement de développement, etc. Là, ça utilise un plugin pour Gradle, qui est tout frais parce que je l'ai écrit il y a 2 semaines. Mais qui donne en fait beaucoup de conventions par défaut pour votre projet Vertex, donc des dépendances, des versions. Et puis il fournit aussi de l'auto-rechargement. Donc on n'a pas besoin de faire des cycles de compilation, déploiement. Donc je vais juste le lancer en fait. Ici. Est-ce que je suis dans le bon truc? J'ai fait un Gradle W. Je vais faire un Vertex Run. Et puis logiquement il va faire sa vie. Donc il va faire sa vie, il n'y a pas grand chose à exécuter pour l'instant. Et puis en fait en Vertex, donc il n'y a pas de serveur d'application dans lequel on déploie, il n'y a pas de choses comme ça. On peut faire un jar qui contient en fait tout, on appelle un fat jar. Et puis on peut démarrer avec son propre main et puis démarrer une application. Donc on a un main par défaut qui est là dans Vertex, mais on peut aussi créer son propre main, c'est vraiment pas un souci. Donc l'unité avec laquelle on travaille dans Vertex, c'est ce qu'on appelle un vertical. Donc un vertical, c'est une classe qui est en abstract vertical. Avec un cycle de vie qui est très simple, qui est start, stop, tout simplement. Et puis ici, en fait, on peut dire ce que fait le vertical. Alors le vertical, si je veux simplifier, c'est une boucle d'événements qui va traiter des événements qui arrivent. Et les événements, ça peut être des messages réseau, ça peut être un morceau d'octet qu'on a lu depuis un fichier, ça peut être des événements. Donc, quand on a un vertical, on a un objet qui s'appelle... Est-ce que tout le monde arrive à lire d'abord? Ouais. Donc on a un objet qui est en fait un champ qui s'appelle Vertex, ce qui est super original. Et puis il y a plein de choses qu'on peut créer. Donc par exemple, on peut créer un serveur HTTP, on peut créer un client HTTP, on peut faire de l'UDP, du TCP, on peut faire des requêtes aussi DNS pour faire de la découverte de services, notamment dans des environnements data center, etc., etc. Donc le Hello World qu'on fait assez souvent, c'est de créer un serveur HTTP. On va mettre un handler, donc un callback en fait, qui est appelé pour chaque nouvelle requête HTTP qui va être effectuée. Et puis avec ce magnifique callback, on va répondre au client. Donc on va répondre au client quelque chose de très simple. On va passer par la réponse. On va être sympa, on va dire que put header. On va dire qu'on renvoie du texte. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est bien quand même d'avoir un header en HTTP qui dit ce qu'on renvoie. Donc on va dire que c'est du texte plain. Et puis on va terminer la réponse en mettant le texte qui est Hello Jug Summer Camp. Voilà. Donc ça c'est mon truc. Et puis là je vais faire écouter sur le port 8080. Ça aussi c'est super original. Donc là logiquement j'ai créé un serveur HTTP. Il traite n'importe quelle requête HTTP et puis il va écouter sur le port 8080. Donc là vous voyez, alors là il y a plein de trucs qui apparaissent sur la console. C'est juste mon plugin Gradle qui fait son boulot de surveiller les sources, de recompiler, de redéployer automatiquement. Et puis si je prends ici mon client HTTP favori qui s'appelle HTTPy. Ah, sniff. Alors je vais faire un truc sympa. Je vais faire un clear. Là vous le voyez? Ok. Donc je vais faire HTTP get localhost sur le port 8080 et puis il va me répondre Hello Jackson Markham. Ok. Donc je vous avais dit que je faisais des Hello World, c'est vrai, c'est mon fonds de commerce depuis longtemps. Non, c'est pas fini. Alors après, donc ça c'est Vertex Core, il y a du Vertex Web, donc on peut faire des choses un peu plus raffinées pour gérer différentes routes, donc différentes URL pour exposer un service. On peut aussi faire des tests, on oublie souvent que les tests c'est utile. Donc on peut tester c'est douter, mais parfois c'est utile.
Donc on va quand même faire un test ici. Alors pour faire du... Est-ce que vous arrivez tous à lire du coup? C'est pareil, c'est un peu... Ouais, le package on s'en fout. Donc en fait, pour faire du test, c'est pas du JUnit de base, parce que on fait de l'asynchrone. Et ce qui se passe en fait, sans rentrer trop dans le détail, c'est que quand vous avez une méthode de test, si vous arrivez à la fin, votre test il est fini pour le JUnit. Or, comme on fait de l'asynchrone ici, toutes les choses ne sont pas encore faites, donc il faut une adaptation un peu spéciale. Donc on a un runner qui s'appelle Vertex Unit Runner pour exécuter des tests JUnit. Donc là, je vais faire un test que je vais appeler public void yo. Magnifique. Et puis, on va avoir un test contexte de Vertex, test contexte qu'on va appeler contexte ou CTX, ça va plus vite. Ça me sert en fait, vous allez voir à quoi ça me sert. Donc, je vais démarrer un environnement Vertex pour mon test. Donc ça, c'est ce que je ferais dans un main en fait, si je voulais démarrer du Vertex sans passer par les choses l'exécuteur de base de Vertex. Je fais Vertex.Vertex et j'ai un environnement Vertex dans lequel je peux déployer des verticles qui vont faire leur vie. Et puis je vais déployer un verticle. Donc je vais déployer mon verticle qui s'appelle ici sample.mainVerticle. Et le déploiement, c'est quelque chose qui est asynchrone. Donc j'ai un callback qui est appelé pour me dire est-ce que le déploiement du verticle a réussi ou pas. Parce que ça peut échouer, par exemple, si ma base n'est pas disponible, si je m'adresse à une base ou si le port est déjà utilisé, des choses comme ça. Donc ce que me fournit en fait le contexte de test, c'est des outils. Par exemple, vérifier que assert, il est où mon succès, il est où, voilà. Vérifier que j'ai réussi à déployer. Donc je fais contexte.assertSuccess, ça ne fait pas échouer le test si j'ai bien réussi à déployer. Et puis du coup, je peux enchaîner avec un callback là-dedans qui correspond au code à exécuter si mon verticle s'est bien déployé. Donc l'ID, c'est parce qu'en fait, chaque verticle déployé, il a un ID qui lui est assigné. Et puis ici, je peux faire ma vie. Donc là, ce que je peux faire, c'est créer un web client qui va me servir en fait à faire une requête HTTP. Donc je fais web client est égal à webclient.create dans mon vertex. Et puis là, je vais faire une requête HTTP. Donc je vais faire un get, je vais mettre la forme complète donc sur localhost. Alors je crois que c'est pas la bonne que j'ai pris. Ouais, donc le port, donc 8080 sur localhost. Et puis la ressource, je m'en fiche parce que je gère tout avec le même handler. Je demande slash, voilà. Je sais que je vais récupérer du texte, donc je dis que j'aimerais convertir le body qui m'est renvoyé en une chaîne. Donc on a des codecs qui permettent de simplifier, passer vers des objets, du JSON, etc., etc. Et puis je vais faire mon send pour dire ok, balance la requête, et puis là j'obtiens ma réponse. Donc la réponse peut avoir réussi ou échoué, parce que le serveur, par exemple, s'il ne tourne pas, ma requête HTTP va échouer. Donc là encore, je vais passer par mon contexte pour le dire assert async success, voilà. Et si ça a réussi, j'ai ma réponse, resp. Et puis là, je vais pouvoir vérifier ma réponse. Donc je vais faire un truc genre context.assertEquals. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis hello JogSummerCamp. Donc est-ce que j'obtiens hello JogSummerCamp quand je fais... Ouais, mais expected. D'accord, c'est ouais, c'est ça. Enfin, c'est le assert à la... C'est la différence entre testng et puis JUnit, c'est est-ce que c'est le premier, la valeur attendue ou le deuxième. Donc là, je vérifie juste est-ce que c'est bon ou pas. Et puis, là, ça manque encore quelque chose. Il me faut un objet async. Pourquoi j'ai pas de async? Ah oui, async. Donc l'objet async, c'est pour faire attendre le test. Donc je dis voilà, tac, tac, tac. Donc là, si j'ai réussi à avoir ça, mon contexte, je le fais, non, c'est async. Je fais async.complete. Donc je dis ok, j'ai réussi. Tu peux libérer tout le monde. Et puis ici, je vais attendre, je fais async.wait. Voilà, donc là, logiquement, j'ai un test qui déploie le vertical, qui doit donc démarrer un serveur HTTP, fait une requête HTTP et vérifie le contenu. Si les deux de la démo sont avec moi, ça marche. S'ils ne sont pas avec moi, je pars en courant et je pleure.
Jusque-là, tout va bien, et c'est vert, ça a marché. Voilà. Donc tout va bien, je peux continuer à faire mes... Oui. L'adresse où vous voulez in use, c'est parce qu'il n'a pas réussi à démarrer le... Bah attends, je vais le relancer. Non, pas une exception. Parce que tu as l'autre qui tourne dans Gradle. Ah oui, dans Gradle il tourne. Et du coup, pourquoi Ah oui, mais le test a quand même réussi. Oui. Oui, alors par contre, ce que j'ai fait, en fait, j'aurais dû ici faire échouer en disant, dans mon listen, ici, je pourrais faire échouer en disant, est-ce que tu as réussi? Et là, je ferai exploser mon déploiement de vertical. Très bonne remarque de David. Tu gagneras un sticker. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bon, ça, c'est pour vous montrer ce qu'est un vertical. Voilà, on voit à peu près comment ça marche. Et on a fait donc le Hello World et puis le test qui allait avec. Donc, je vais prendre un petit peu de temps maintenant pour aller sur quelques bases de Vertex, donc Core 101, et vous expliquer brièvement le modèle de concurrence de Vertex, comment on fait communiquer les verticals entre eux, parce que forcément on ne fait pas un vertical qui fait sa vie tout seul et puis il ne se passe rien. Comment on gère les différentes façons de programmer la gestion d'événements asynchrones, et puis le failover démo, je l'en ai, donc ça je ne vais pas vous le faire, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc le modèle de concurrence, pourquoi on fait de l'asynchrone dans Vertex? Parce que alors quand on fait de la programmation, par exemple avec Java.net ou Java.io, on est sur des flux entrée-sortie qui sont bloquants. Alors c'est pas forcément grave de faire du bloquant. Si vous faites du Spring, du Java EE, qui sont des choses bloquantes, c'est pas grave en soi, mais c'est juste que régulièrement en fait le thread sur lequel vous exécutez le traitement de la réponse, il va se retrouver bloqué parce que les entrées-sorties sont bloquantes. Donc à un moment, on n'a pas pu envoyer tout le buffer, il faut attendre. On veut recevoir des données, le buffer n'est pas arrivé, donc on attend, etc. Donc on a des moments de pause dans l'exécution des threads. Et puis souvent, on est sur des modèles de programmation, d'exécution, où il y a un thread par client. C'est la façon très classique de gérer des connexions réseau. Donc ce qui se passe, c'est que si vous avez beaucoup de connexions concurrentes sur votre système, évidemment, vous allez créer par exemple 1000 threads, ce qui commence à faire beaucoup pour votre machine. Ça peut être encore plus, mais déjà 1000 threads, ça commence à être un peu lourd. Votre noyau système, il passe sa vie à faire du context switch. Et puis finalement, quand vous regardez bien, vous gaspillez beaucoup de temps CPU. Alors le temps CPU, si c'est un gros serveur chez vous qui n'est pas trop occupé, c'est pas grave. Si c'est un système de cloud où vous avez beaucoup de connexions concurrentes parce que vous avez fait un Snapchat ou je sais pas quoi, ça commence à vous coûter cher de démarrer des instances supplémentaires. Donc on veut essayer de maximiser l'utilisation. Donc aller vers de la programmation asynchrone, c'est un petit peu différent, c'est pas toujours facile, mais l'idée c'est de se dire, on veut que sur le thread, on n'ait pas de blocage. Donc on exécute un morceau de code qui est purement lié au CPU, donc il n'y a pas de blocage. Et puis quand on fait une opération bloquante, par exemple ici j'ai besoin de récupérer une ligne de texte qui vient d'une socket, au lieu de bloquer mon thread, je lui dis bon je passe la main à quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un d'autre qui fait un morceau de code qui n'est pas bloquant, et puis le jour où le buffer arrive du réseau, ça fait un événement qui sera traité à un moment un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle la programmation par continuation. Donc dans Vertex, si vous avez fait du Node.js, c'est la même chose, c'est une boucle d'événements. Donc les événements, c'est à peu près tout ce qui peut être... voilà, un événement, c'est une communication entre verticals, c'est du réseau, c'est une demande de disponibilité de votre orchestrateur, c'est tout ça. Et on traite des événements, donc ils ne doivent jamais bloquer en fait la boucle d'événements. Et ça marche comme ça. C'est assez simple à appréhender. Ce que vous devez savoir sur la façon dont Vertex gère les boucles d'événements, c'est que par défaut, ça peut se configurer, mais par défaut, on prend un cœur de CPU. Donc si vous avez 4 cœurs de CPU, vous aurez, enfin on met 2 event loops par cœur de CPU. Donc si vous avez 4 cœurs, vous avez en tout 8 boucles d'événements disponibles. Et puis après, on prend les verticals et puis on les déploie sur des event loops. Ça se fait de manière arbitraire, c'est du round robin. Donc le premier il va sur la première event loop, la deuxième, etc. Et puis on boucle. Et puis, ce que vous devez savoir aussi sur les verticals, c'est que donc ils peuvent être déployés plusieurs fois. Donc le même code, on peut le déployer sur plusieurs event loops. L'idée, c'est de gérer une charge réseau qui peut être potentiellement importante. Donc vous pouvez dire, je déploie un vertical qui parle à la base de données et puis 4 qui font des traitements, des connexions HTTP frontales.
Et puis, ce qui est très sympathique là-dedans, donc on peut passer de la configuration à vertical, et puis surtout, on peut déployer plusieurs fois le même vertical qui écoute sur le même port réseau. En fait, le dispatch, il se fait par les threads de Netty qui font l'acceptation des connexions et qui dispatchent en fait de manière équitable entre les écouteurs sur le même port. Donc ça, vous n'avez pas à gérer vous-même le fait de décaler les ports quand vous démarrez des verticals. Alors tout n'est pas parfait, il y a des API que vous allez utiliser qui vont être bloquantes, parfois dans vos applicatifs, et la grande question c'est comment je fais pour ne pas bloquer mon event loop qui elle traite des événements dans mon vertical. Donc pour le faire, il y a une façon très simple qui s'appelle le execute blocking. Donc dans votre contexte, vous dites va exécuter ça mais en dehors. Donc vous sortez l'exécution, vous la mettez dans un worker, un pool de threads qui sont là pour faire des choses bloquantes. Et quand il a la réponse, il vous la donne, c'est un nouvel événement que vous allez traiter plus tard. D'accord ? Donc si vous allez bloquer, vous sortez ça, le traitement va être fait en dehors, et puis ça devient un nouvel événement qui est le résultat, devient le nouvel événement. Il y a 3 types de verticals que vous pouvez créer. Donc le plus commun, c'est le vertical normal, celui qui parle sur une event loop. Éventuellement, vous pouvez faire un vertical qui est un worker. Donc il est sorti, il est mis dans un pool de threads. Et puis aussi, pour les gens courageux, on peut faire des verticals qui sont attaqués par plusieurs threads en même temps. C'est des cas très avancés, un peu bizarres. On ne vous conseille pas trop, mais c'est possible. Enfin, je vous conseille pas de faire ça, mais c'est possible. Alors après, donc vos verticals, vous les déployez, ils peuvent recevoir des événements de l'extérieur, mais la grande question, c'est comment je les intègre. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle un event bus, qui est un système de messaging qui permet de faire dialoguer vos verticals. Donc une façon assez simple d'appréhender la chose, c'est se dire, j'ai par exemple une application web avec du rendu de page et puis une base de données qui stocke mes données, ce qui est assez classique. Bah là, en fait, vous ne prenez pas la tête, vous ne faites pas un vertical qui fait tout, mais vous en faites 2. Donc un vertical qui isole la partie technique qui parle à la base de données et un vertical qui traite vos requêtes HTTP. Donc vous séparez ça en 2. Et pour les faire dialoguer, vous envoyez des messages. Donc ils vont s'envoyer des messages asynchrones entre eux. Par exemple, vous dites, on voit dans UserDB, on envoie un message qui est j'aimerais avoir les informations pour la clé 1, 2, 3, 4. C'est transmis donc, sur une file de messages dans un vertical pour la base. Et puis lui va vous répondre avec la donnée. Donc c'est exactement un modèle d'acteur, si vous connaissez ça, c'est vous échangez des messages asynchrones entre vos verticals. Donc c'est un système de messaging dans Vertex qui est efficace, qui est purement en mémoire, donc il n'y a pas de persistance disque en cas de panne, sachez-le juste. Dans ces cas-là, vous prenez un vrai broker de messages. Les destinations, donc la convention c'est de séparer les destinations avec des points genre foo, point barre, mais vous nommez ça comme vous voulez. C'est des chaînes de caractères qui doivent être uniques. Là-dedans vous avez du point en point et du publish subscribe, donc les patterns classiques en fait de messaging. Si vous prenez un manager de cluster comme Hazelcast, Apache Ignite ou Infinispan, l'event bus devient distribué dans votre cluster. C'est-à-dire qu'automatiquement, vos verticals déployés dans le cluster peuvent communiquer entre eux. Et c'est complètement transparent via un event bus qui n'est pas que local mais qui est distribué. Donc vous avez de la communication distribuée pour pas cher et sans modifier votre applicatif. Il y a des interfaces de communication externes via du TCP, notamment pour des clients en Go, Python, Swift, etc. pour du mobile ou d'autres types de protocoles, par exemple pour de l'IoT. Et puis, il y a un bridge SOCJS, donc je vous parlerai un peu, qui permet de manière très simple de faire communiquer du front en JavaScript avec le back-end, avec exactement le même modèle de programmation. Dans la démo de musique, justement, vous verrez ça. Et puis après, bon, là, c'est un message classique avec body, header, etc. etc. Sur ce qu'on met dans un message qui part sur l'event bus, la plupart du temps, on met du JSON, parce que c'est un format interopérable, bien connu, qui a un avantage aussi, c'est que quand vous faites de la programmation de polyglotte en Vertex, par exemple si vous avez du Ruby qui parle avec du JavaScript et puis du Java, voilà, JSON, tout le monde sait parler le JSON, donc ça a beaucoup d'avantages. Si jamais vous avez des applications qui ont des contraintes de performance, donc en termes de compacité des messages ou en termes de débit, si vous avez besoin de faire des choses custom, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire votre propre codec pour encoder de manière un peu différente
le passage des messages sur le réseau. Donc la communication sur l'event bus, là vous avez un morceau de code, c'est assez facile. Vous accédez à l'event bus, donc ce que vous avez en haut ici, là c'est un consommateur qui dit sur la file ping address, dès qu'il y a un message qui arrive, je fais ça. Donc là je reçois le message, et puis donc j'affiche, et puis je renvoie pong. On peut faire des replies comme ça entre les émetteurs et récepteurs. Et puis là vous avez un autre vertical qui lui va envoyer toutes les secondes. Donc toutes les secondes en fait, il envoie sur ping address un message, et puis il attend une réponse. Et puis il réagit en fonction de la réponse. D'accord ? Donc c'est la brique qui vous permet de faire communiquer vos verticals. Et en Vertex, en fait, on fait toujours de la programmation comme ça, par passage de messages asynchrone. Alors, un point important pour la qualité de votre code, assez vite, vous allez vous retrouver à faire ça. C'est-à-dire faire un gros switch dès que vous recevez un message, et puis dire, je regarde une en-tête qui me dit quelle est l'action que je dois faire. Parce qu'il y a différents types de messages, et puis là, par exemple, c'est extrait d'un vertical qui parle avec une base de données pour faire un wiki. Donc là, vous avez un gros switch case, c'est pas très très joli. Dans votre code, là par exemple, j'ai mis en gris volontairement la partie qui parle avec la BD, qui fait le rendu de... Enfin, oui, qui fait la partie BD, mais du coup, voilà, vous devez traiter votre message, l'extraire, etc. C'est pas très très joli toujours. Donc dans ces cas-là, quand vous avez beaucoup d'actions comme ça, vous avez un gros switch, on a de la génération de code pour vous aider pour faire des proxys. Donc ça marche avec un plugin pour JavaC qui va vous générer du code pour faire un proxy. Donc vous faites une interface qu'on appelle une interface de service asynchrone, ce que ça veut dire. Donc annotée avec proxygène. Et puis en fait, pour rendre les choses asynchrones, vous mettez un handler à la fin qui est votre callback pour recevoir en fait la réponse asynchrone. Et là derrière, on vous génère un code qui est exactement équivalent à ça. Mais vous n'avez pas les... Donc c'est pas de la magie avec des proxys à l'exécution qui ont des problèmes de performance. C'est de la vraie génération de code pour vous simplifier le boulot. Une question, oui. Tu disais que ça marchait avec JavaC. Oui. Ça marche avec le CJ aussi? Je sais plus si ECJ supporte le APT. En fait, c'est un plugin pour APT qui marche avec JavaC. Ça doit marcher. Après, il y a toujours des petites incompatibilités entre... Enfin, ECJ essaie de rattraper les bugs de JavaC, donc il y a toujours des petits soucis. J'ai pas testé, je pourrais pas le dire. Et donc du coup derrière dans votre code à utiliser c'est un peu plus simple parce que du coup vous avez une interface de service et non pas un passage de message. Donc ça rend d'un point de vue métier c'est plus simple d'écrire db service.delete page que de dire je prépare un message JSON que j'envoie pour dire supprime-moi la page s'il te plaît. On arrive à avoir ce genre de choses. Donc vous avez vu il y a beaucoup de callbacks qui sont là. Donc la primitive dans les API de Vertex c'est toujours le callback parce que finalement c'est la chose la plus atomique qu'on puisse avoir, c'est d'avoir un callback, c'est la chose la plus simple. Et après en fait le callback ça ne correspond pas à tous les usages, on peut avoir différents modèles de programmation pour gérer l'asynchrone, notamment RX Java 1 et 2 qui sont des bibliothèques standards on va dire dans l'écosystème Java. On a un Quasar qui fait des coroutines, ça marche avec la manipulation de bytecode. C'est pour faire de la programmation synchrone mais qui est asynchrone. Et puis les coroutines de Kotlin qui sont là. Donc pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce qu'il y a le fameux callback L. Si vous avez fait du JavaScript, il y a forcément un moment où vous êtes tombé dessus. Quand vous avez des callbacks, vous finissez avec un truc comme ça, qui est un petit peu ingérable. Enfin, ça devient difficile de comprendre ce qui se passe, de remonter proprement les erreurs, etc. Donc on part à d'autres modèles, il y a les promesses, les futurs. Il y a par exemple ici RX Java, je vous ferai une démo après de RX Java, où finalement au lieu d'avoir des callbacks, en fait on chaîne les appels. C'est marqué flatmap mais il ne faut pas avoir peur. Donc on chaîne les appels pour dire je prends le résultat, je transforme. Donc je vais d'avoir cette opération, puis celle-ci, et puis je m'abonne pour avoir le résultat. Donc ça je vous le montrerai après. Les Quasar c'est Vertex Sync, donc ça marche en faisant de la manipulation de bytecode. Et puis en fait, donc pour pas faire du callback, vous dites je voudrais un résultat, par exemple ici, ça logiquement c'est asynchrone ici, l'obtention de ce résultat, et vous dites j'attends le résultat et on vous le retourne. Donc ça logiquement c'est bloquant, mais en fait ce qui est fait avec la transformation de bytecode c'est que on lâche le thread et puis dès qu'on a le résultat on vous le renvoie. Donc ça vous fait des coroutines sans être des coroutines.
Et vous avez la version avec Kotlin, donc qui va apparaître bientôt officiellement dans Vertex, où vous êtes capable d'avoir async resolve pour dire ça en fait ça va lâcher le thread aussi, c'est une coroutine. Mais on se rapproche d'une programmation sur un modèle plus impératif, sans être de l'impératif pur, ça reste asynchrone, mais c'est un autre modèle de programmation. Donc lequel choisir là-dedans, ça dépend de ce qu'on fait. Quand c'est du flux de données avec plusieurs sources, c'est plutôt du RxJava. Quand on a des algos comme traiter, faire un parseur pour un protocole comme HTTP de manière asynchrone, on fera plutôt avec des choses comme des coroutines, c'est un peu plus élégant. Ça dépend de l'algo que vous avez. Donc après, je voulais aller sur RxJava. Juste vérifier combien de temps on a. Il nous reste combien de temps exactement? Ouais, ok. Donc sur RxJava. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent RxJava? Quelques-uns, ok. Donc RxJava, ça vient d'une famille qui s'appelle Reactive Extensions. Ça vient au départ, ça vient de gens de chez Microsoft qui avaient fait ça pour C#, etc. L'idée, c'est de traiter des flux de données d'événements. On va dire que c'est un peu la même chose. Pouvoir les transformer, les coordonner. Donc ça, c'est très bien quand vous avez plusieurs sources d'événements qui vous renvoient de la donnée en continu. Vous allez voir, vous verrez sur un exemple de gateway, comme ça vous rend la chose beaucoup plus simple. Donc la motivation, c'est que faire des callbacks, on a vu, c'est pas génial à coordonner. Ça va être compliqué. Et puis faire des futurs de listes, si on prend les API de base de Java, c'est aussi compliqué. Je veux plein d'événements que j'aurai plus tard, future list, ça marche pas du tout. Donc on veut traiter la latence, il y a des outils dans RxJava pour traiter proprement la latence. Et puis l'influence de la programmation fonctionnelle pour le traitement de flux de données, les transformations, ça transpire dans RxJava. Donc c'est un modèle qui est basé sur du push. Donc l'idée, c'est que vous avez quelque chose qui est observable, c'est une source de données qui va vous envoyer des données. Et puis vous êtes un observateur, vous vous abonnez et puis on vous envoie des données. Donc si on veut comparer la forme impérative à gauche, la forme réactive à droite, quand vous faites un for qui parcourt, qui fait des try, catch, etc., enfin qui va itérer sur les items, c'est vous qui pilotez. Si vous avez un observable, vous vous abonnez et puis vous êtes appelé à chaque fois que de nouveaux événements sont disponibles. Donc si je veux comparer en réactif, si j'ai plusieurs événements, j'ai un observable qui m'envoie plein d'événements. En interactif, ce serait un itérable. Completable, c'est quelque chose qui s'est fini, donc qui est void, mais completable, pardon, en reactive extension, ça veut dire quelque chose qui s'est fini. Et puis single, c'est quand on a une seule donnée qui va arriver. Donc après, il y a plein de transformations qu'on peut faire, qui sont des transformations typiquement fonctionnelles. Donc par exemple, le filter donc là, en haut, en fait, quand vous prenez la doc de RxJava, vous avez plein de schémas comme ça qui vous expliquent la sémantique de l'opérateur. Donc là, par exemple, j'ai plein d'événements qui arrivent, et puis filter, c'est une fonction qui va garder que certains événements. Donc vous avez une source qui vous envoie des événements, et puis vous gardez que quelques événements. Vous filtrez ce qui ne vous intéresse pas. Après, vous pouvez compiler, donc enchaîner en fait les opérations. Par exemple, si sample, ça vous permet de prendre que quelques événements, toutes les temps de secondes, vous prenez l'événement qui colle à ce moment-là. Merge, vous prenez deux sources et puis vous fusionnez en fait les événements au fur et à mesure qu'ils arrivent dans une seule source. Donc imaginez deux rivières qui se croisent, c'est exactement ça. Et puis vous avez des choses aussi pour gérer la latence des erreurs, par exemple le retry, c'est pour dire que si jamais la source elle casse, on va essayer de se rabonner dessus et de recommencer pour répéter les opérations. Donc par exemple, le retry, c'est que vous commencez une requête HTTP vers un service, il plante en plein milieu, retry, hop, il réessaie tout seul de le refaire. Et vous n'avez pas à le gérer vous-même, vous dites juste dans votre flux, je veux faire un retry, éventuellement 5 fois, 6 fois, tout le temps, et puis ça va être fait pour vous. Donc, pour faire du RxJava avec Vertex, en fait, ça marche avec la génération de code. Ça marche avec les API cœur de Vertex, mais aussi avec vos propres API. Donc il suffit d'annoter avec VertexGen l'interface que vous voulez Rxifier, ce que ça veut dire. Et puis ça va vous générer l'adaptation RxJava automatiquement. Donc ça c'est pratique. Et l'idée c'est que par exemple ici, si j'avais une méthode qui s'appelle ici listen et qui a un callback pour dire j'ai réussi à écouter sur le port réseau, la version Rxifiée, c'est listen qui renvoie un single qui est l'objet
qui est l'objet qui va être retourné de manière asynchrone. Donc on va faire une petite démo là, je vais tricher pour cette démo. J'aurais préféré la live codée, mais je préférais parler d'autres choses après, notamment pour que David puisse vous montrer ses talents de DJ. Donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai préparé tout à l'heure. Je veux dire... pourquoi il n'est pas content lui? Ah ouais, donc je vais faire un truc que j'adore. Git reset hard. J'adore. Ouais, je vais relancer mon plugin Vertex, il n'a pas planté, vous avez vu. Et je vais reprendre la branche avec déjà la démo qui est faite. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc mon cas d'usage, il est assez simple. Donc j'ai un... Pourquoi j'ai tout ça? Tac, tac, tac. J'ai ici un vertical. Il a l'air très content, je sais pas pourquoi. On a RX Java. Ouais, c'est juste qu'il est pas à jour, c'est pas méchant. Hop. Peu importe, ça va marcher. Donc c'est une IntelliJ qui n'a pas vu les dépendances. Donc peu importe. Donc j'ai un vertical ici qui va déployer 3 fois le même service, qui est en fait un service HTTP qui va me faire une offre. Alors c'est un service qui est complètement factice. Donc imaginez quelque chose qui vous fait une offre. Vous faites une requête, il vous fait une offre. Là je prends juste en fait un nombre aléatoire. Alors ça m'embête quand même qu'une IntelliJ mette du rouge partout. C'est pas très correct. Pourquoi il est pas content lui? J'ai RX Java là-dedans. Ah mais c'est que j'ai fait le sauvage, j'ai changé en plein milieu. Il n'a pas dû aimer. Je vais quand même recharger. Tac, tac, tac. Donc mon service, en fait, ce qu'il fait, c'est que il crée un serveur HTTP. Le port que je vais utiliser, il est passé en configuration. Donc j'ai pas à gérer ça. Le numéro de port par défaut, ça va être le 3000, mais c'est un numéro qui m'est passé parce que je vais le déployer plusieurs fois. Donc sur le 3000, 3001, 3002. Et puis, voilà, ce que je fais, c'est qu'en fait, je tire un nombre aléatoire entre 0 et 10. Et puis, je fais plus 10, et puis c'est mon offre. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et puis, l'idée de cette démo, c'est d'avoir ici un vertical. Alors, en fait, il n'aime pas du tout mon... Il n'est pas content du tout. Mais, je vais voir s'il tourne ici. Ouais, il est content. Ouais. Ok. Donc, je vous montrerai après plutôt l'exécution. Donc l'idée ici, c'est que je vais exposer un service qui va faire 3 requêtes. Donc j'ai mes 3 services qui font des offres qui tournent, chacun avec un identifiant différent. Et en fait, ce que je veux, c'est prendre la meilleure offre. Donc je fais 3 requêtes HTTP vers ces 3 services. Et puis avec RX Java, en fait, je vais combiner tout ça, prendre la meilleure offre et puis la retourner. Alors je vais juste vérifier que ça tourne ici. Donc si je fais un get sur le 80-80, voilà, j'ai un service qui m'a répondu. Donc c'est vraiment une IntelliJ qui déconne sur l'autre. Puis vous voyez, c'est pas tout le temps la même offre, c'est pas tout le temps le même service qui m'a répondu. Et puis si je prenais le port ici, par exemple 3001, c'est voilà, un des services qui m'a répondu. Donc j'ai 3 services et un qui fait en fait une gateway, qui fait une passerelle, quoi. Donc avec RX Java, comment ça marche? Donc je prends la version RX Java de mon client web HTTP, de mon web client. Ça m'envoie un single qui est une réponse HTTP quand elle aura été effectuée. Donc j'y connecte-toi sur le port localhost, enfin sur localhost, port 3000, etc. Et puis je fais ici non pas send, comme tout à l'heure qui prenait un callback, mais RX send, donc il va m'envoyer un single pour avoir le résultat d'un synchrone. Donc je fais ça 3 fois avec mes 3 services, et puis ce que je vais faire, c'est pour prendre le meilleur, je prends un single qui est en fait la fusion des 3. Donc je fusionne mes 3 singles, ça me fait un observable avec du coup 3 valeurs qui vont atterrir dedans. Et puis je vais faire une réduction. Donc si vous avez fait de la programmation fonctionnelle, vous savez ce qu'est une réduction. Sinon ne prenez pas peur, c'est très simple. J'ai une valeur courante qu'on appelle l'accumulateur. J'ai la prochaine valeur. Et ce que je dois faire à la fin, c'est renvoyer un nouvel accumulateur, donc une nouvelle valeur. Donc moi ici c'est simple, je prends ma première réponse, c'est un objet JSON en fait. Je prends ma deuxième réponse, je prends celle pour laquelle l'offre est la plus élevée. Donc je compare. Donc si ma nouvelle offre, ici c'est B2, est meilleure, je renvoie l'élément qui m'a été proposé, sinon je renvoie l'accumulateur.
Donc l'accumulation, ça permet de faire des produits, des réductions, enfin, voilà. Des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est une transformation en fait sur mon flux qui est fonctionnelle. Je prends mes événements, je garde ici en fait que le meilleur, c'est ma réduction. Je prends ça en single et puis je m'abonne. Donc ce qu'il faut comprendre avec les flux, c'est que tant qu'on n'a pas fait un subscribe, que ce soit un single ou observable, on ne va pas déclencher les requêtes HTTP. Elles vont se faire que quand j'ai quelqu'un qui en bout de chaîne dit je m'abonne, je voudrais la valeur, et là ça déclenche toute la chaîne, qui fait qu'à un moment j'ai mes 3 requêtes, je les merge, je les reduce, et puis ici je réponds au client avec la meilleure que je renvoie en HTTP. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Est-ce que ça vous paraît approchable? Donc imaginez juste en fait l'équivalent si vous aviez que des callbacks et que vous devez coordonner les callbacks avec vos 3 réponses. Ça a l'avantage de dire j'ai 3 sources, je combine, je fais les transformations et j'ai un résultat à la fin. Ce qu'on pourrait faire aussi là-dedans, c'est des choses comme on pourrait mettre ici retry. Ah mais du coup il complète pas. Ouais. On pourrait mettre ici retry, on pourrait mettre des timeouts aussi pour dire si tu n'as pas répondu dans 30 millisecondes, toi je t'oublie, etc. Donc ça peut être bien justement quand on compose plein de services de dire je vais prendre le meilleur mais 30 millisecondes c'est le max que je vous donne. Et éventuellement je n'aurai pas de résultat. Et à la fin on l'obtient justement avec l'erreur. Donc ça c'était le support de RX Java dans Vertex. Donc ça vous donne un modèle de programmation un peu plus sympa. Ce qui arrive donc dans Vertex 3.5 qui va sortir bientôt, c'est RX Java 2. Alors est-ce que RX Java 2 c'est mieux que RX Java 1? C'est une bonne question. Il y a des meilleurs perfs. Ça implémente le standard qui s'appelle Reactive Streams qui vous permet d'avoir plus d'interopérabilité avec d'autres bibliothèques de l'écosystème réactif en Java. Et surtout il y a Maybe qui est un truc très bien. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que en RX Java 1 quand on dit j'ai peut-être un résultat, on renvoyait des nuls éventuellement. C'est pas très joli. Maybe c'est 0 ou 1. Donc en RX Java 1 on a 0n, on a 1, on a 0, mais on n'a pas le peut-être. Donc on aura maybe. Et puis là nous passons à notre démonstration. Alors, on a eu quelques soucis d'IoT et techniques parce qu'on fait de l'IoT. Enfin l'IoT c'est quand on fait clignoter des LED, hein, je vous rassure. On a quelques petits soucis donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va bien marcher ou pas. Et c'est Boiler Vroom. Alors Boiler Vroom, ça c'est un logiciel. Alors je sais pas si tout le monde voit, ça c'est un logiciel de mix. Donc là j'ai mon matériel pour mixer, pour faire de la musique. Et puis on va essayer de piloter ça avec Vertex. Donc je vais pouvoir faire mes opérations classiques et puis vous allez pouvoir vous connecter et participer. Donc c'est là où David. C'est là où David va pouvoir nous aider. DJ David. Sur un bouton, c'est ça? Tu appuies sur des boutons comme David Guetta, il fait pas tellement mieux, tu sais. J'ai besoin qu'un bouton alors. Ouais, bon, ça va, tu fais alors, il y a juste quelques éléments. Il faut d'abord que je lance du logiciel. Faut que je mette ça parce que ça fait pro. Voilà, ça fait très très pro. J'ai 2-3 trucs à lancer avant. Donc je dois faire run de mon logiciel. Alors, j'ai des exceptions, ça commence pas très bien. Peut-être un autre service qui tourne en local, non? Sur le port 80-80. Ah oui, mais j'ai lu là. Mais si je peux t'aider. Mais heureusement, tu veux pas bien bosser sur le Vertex, non? Je pense à l'utiliser. Ouais, attends, on va juste attendre que lui il ait fini sa comédie. Est-ce qu'il a fini sa comédie? Oui. Donc je vais faire run. C'est mieux. Il n'y a pas d'exception, c'est pas mal. Alors est-ce que mon Mac m'a pas débranché du Wi-Fi? Non. Parce que des fois il le fait, il est un peu... Et donc là je vais prendre mon navigateur. Alors j'ai 2-3 trucs à faire sur localhost 6913. Voilà. Là. Alors en attendant on va juste faire ça. J'ai rien fait. Hein. Ouais. C'est pas moi. Donc on va juste faire ça avec notre logiciel de mix. Donc je suis presque bon. Qu'est-ce qui me manque? Le transcodeur. Et non, c'est là où je fail. J'oublie un truc. Il faut que j'envoie le flux audio. Ne prenez pas peur. Vous allez voir comment ça marche. C'est très très bien. On va lancer VLC. Vous comprendrez pourquoi on a du VLC. Yes. Et là, on va tomber sur cette magnifique interface graphique où David va pouvoir bientôt vous montrer ce qu'il fait. Donc sur l'interface, vous allez pouvoir utiliser bientôt avec votre téléphone. Vous pouvez liker, ne pas liker le mix. Vous pourrez l'écouter avec un décalage de plusieurs secondes, mais vous pourrez écouter ce qui va sortir. Du coup, pas sur localhost. Non, pas sur localhost, mais je vais leur dire justement ce que c'est. Là, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, tout ça est en réel et vous le verrez tous.
Si on utilise les Q-buttons, pareil, ça réagit au quart de tour. Ce que vous pourrez utiliser, c'est ça. Donc ça, c'est des patterns de séquenceurs. Donc il y a plusieurs trucs, vous allez pouvoir manipuler. Il y a le volume que vous pouvez changer. Par exemple là, hop, j'ai coupé, j'ai mis. Et puis vous avez un filtre, c'est un filtre au passe-barre sur les deux pistes. Donc David, avant que tu puisses y aller, je vais juste regarder. Je m'en vais, tu veux dire? Non, que tu puisses mixer. Je vais juste regarder dans Network, c'est où Network. Voilà. Donc logiquement, c'est Boiler Vroom. Le réseau, c'est un réseau Wi-Fi ouvert, on ne capte pas vos données, rassurez-vous. Et 192, 168, 1.3 sur le 80-80. Je répète, sur le port 80-80. Logiquement, vous tombez sur l'interface de Boiler Vroom. Et attends, il y a eu surtout, il faut que je synchronise un truc, sinon ça va sonner comme une patate. Ah, il y a quelqu'un qui est connecté. Il y a quelqu'un qui est connecté, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu vas faire ? Avec ce plaisir. C'est quoi le son que j'ai donné? C'était deux pistes. Ah, tu veux voir? Ah oui, c'est parce que pour l'instant il n'y a pas ce niveau là en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors ouais, si on peut prendre la main et se prendre sur le filtre. Les gens qui l'activent, qui désactivent. C'est très beau, hein. Je sais pas ce que t'as fait. Ah donc t'as une boucle de... Ah. Vas-y, hein. Excellent. Ouais, alors après effectivement le son est décalé. Si vous avez pris le streaming, ici là, le son est un peu décalé, je vous expliquerai pourquoi après. Et on a combien de clients en tout? On a 18 clients, 5 personnes qui streament, voilà, tout ça est en réel. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est que vous voyez ce que fait David, et puis il y a des choses que vous pouvez activer. Et en fait, tout ça est en réel, c'est-à-dire que tout le monde reçoit la même chose en même temps sur leurs appareils. Donc on fait du web, entre guillemets, temps réel. Mais temps réel, j'aime pas dire ce mot, mais c'est du temps réel. Voilà, merci David. Merci à toi. Merci. Un grand merci David. Merci. C'est comme guitare, hein, j'ai rien fait. Voilà. Par contre, du coup, ça hurle dans mon casque. Là, je vais juste faire ça. Voilà. Donc, vous avez vu cette démo. Je pense, ça vous a parlé. Voilà. Donc, tout le monde voit la même chose. On peut manipuler la même chose. C'est du temps réel. C'est fait avec Vertex. Ça tourne sur ma machine qui n'est pas non plus une foot de guerre, sur le routeur de Serly, qui fait très bien le job. Et puis là, je vais vous expliquer 2-3 choses sur comment c'est fait et quelles sont en fait les problématiques de Boiler Vroom. Donc, le unplug. Donc, en fait, la première chose à voir là-dessus, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle du MIDI. Ça vous dit quelque chose, MIDI? Vous pensez au fichier MIDI, c'est ça qui joue de la musique? Non, dans le sud de la France. D'accord, ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que MIDI, c'est un protocole en fait, pour connecter des instruments de musique qui est très vieux, ça envoie des signaux entre les instruments, ça les synchronise, ça permet de dire quand une note est jouée. Et en fait, on a une norme qui s'appelle WebMIDI, qui est un standard, qui est une spec W3C. Malheureusement, il n'y a que Chrome qui l'implémente, mais en tout cas, on peut l'utiliser. Donc ça permet de recevoir du MIDI dans le navigateur et d'envoyer des événements MIDI. Ça permet de faire tout ça. Donc moi, j'ai fait une bibliothèque qui permet de faire un séquenceur là-dessus. C'est ce qui joue en fait la boîte à rythme que vous avez écoutée. Et dans mon logiciel qui s'appelle ici Tractor, en fait, on peut définir ses propres mappings, donc dire quand on appuie sur ce bouton, t'envoies tel signal MIDI sur tel canal, etc., etc. Ça permet en fait
de customiser un petit peu pour du matériel, mais là du coup avec du logiciel, quoi. Et du coup, ce qu'on a montré ici avec Vertex, c'est un cas d'usage de Vertex qui est de l'adaptation protocolaire. Donc il y a plein de façons de faire des trucs d'adaptation protocolaire qui sont pas drôles. Là au moins c'est drôle, on prend de la musique et on passe ça en fait dans du logiciel et on va faire l'adaptation. Donc l'idée c'est de prendre le web MIDI, le passer dans le bus d'événements via le navigateur et du coup pouvoir après réagir de nouveau sur le logiciel et sur vos interfaces mobiles. Donc le grand schéma c'est que Chrome sert de lien avec le logiciel de musique. Vous avez le logiciel qui fait en Vertex qui tournait là-dessus, qui fait en fait le médiateur en fait, qui fait le médiateur pour tout ça. Et puis vous avez Icecast qui permet de récupérer le flux audio que vous avez récupéré avec un peu de décalage. Donc le décalage de 6 secondes à peu près il vient de là. C'est que Icecast en fait il fait un gros buffer pour gérer les clients qui ne seraient pas assez rapides, etc. Et puis on a VLC pour la conversion. Donc pourquoi on a VLC en plein milieu? C'est parce que ce qu'envoie Tractor c'est du Vorbis, qui est certes un protocole libre, mais qui n'est pas implémenté par beaucoup de navigateurs, notamment les mobiles, et qui a un autre défaut, c'est que il ne supporte pas le fait de couper les trames en plein milieu quand on envoie des paquets réseau. Alors que le MP3, lui, il est très résilient. Vous envoyez une trame MP3 qui n'est pas complète, il va se recaler le client. C'est assez pratique et on avait plein de problèmes de mise au point là-dessus. Donc, le projet, si vous le regardez, c'est fait avec du Gradle, du Vertex, du Webpack, tous les trucs rigolos en JavaScript, ou pas. Et puis, ce qui est intéressant dans la partie Vertex, c'est quelques éléments sur lesquels je vais zoomer. Donc, on utilise, par exemple ici, pour démarrer un processus externe, par exemple ici, pour lancer l'Icecast, c'est pareil pour lancer VLC. On traite ça comme un objet réactif parmi d'autres. Donc, on le démarre et puis on réagit avec l'arrivée de données sur le flux standard, sur le flux processus, le démarrage, enfin tout ça c'est du réactif en fait très classique. C'est un objet réactif parmi d'autres, comme si j'ai logué finalement avec un serveur. Pour balancer l'audio à tous mes clients qui écoutaient le streaming, en fait on fait une connexion client HTTP vers le serveur Icecast. Vers le client VLC, merci David. Donc on stream en fait le flux de MP3 et on l'envoie sur l'event bus de Vertex, on envoie des morceaux de buffer et tous les clients qui sont abonnés reçoivent cette trame en fait de MP3 qui rebalance ensuite à leurs clients. Donc pour le renvoyer à leurs clients, c'est facile. Un client en fait il demande /audio stream, on lui ouvre une connexion qui n'est pas finie, qui est infinie qui est donc chunked, et puis on lui dit que c'est du MPEG et puis on lui envoie. Donc on reçoit en fait un consommateur en publish subscribe ici, et puis on envoie. Et puis on gère ce qu'on appelle la back pressure, c'est-à-dire que si le client il n'a pas consommé assez vite notre RAM MP3, on drop, on les jette. On pourrait faire d'autres choses, on pourrait le mettre en pause, en fait l'émetteur, celui qui nous envoie les messages. C'est différentes stratégies, mais quand on fait de l'audio, on a le droit de sauter des trames. Donc là l'intérêt c'est de ne pas bloquer, de ne pas remplir la file de l'autre. Ça c'est pour le passage à l'échelle. Le truc qui est vraiment sympa dans Vertex, c'est ça, c'est le bus, c'est faire la jonction entre l'event bus de Vertex et les bus côté client, donc unifier tout ça. Ce qu'on appelle le SockJS Event Bridge, donc c'est comme des WebSockets mais avec un protocole qui s'appelle SockJS qui gère un peu mieux les incompatibilités entre navigateurs et des problèmes de résilience à la panne. Donc on fait un bridge, on expose ça en fait comme une route parmi d'autres HTTP. Et ça va faire le lien pour certaines destinations sur l'event bus. Et après, du coup, ce qui est sympa, c'est que côté client, là c'est du JavaScript, vous dites j'ai un event bus qui est branché donc, sur l'URL ici en question, et puis on va écouter sur des destinations de l'event bus, comme si on était en fait côté Vertex, et on réagit à des messages, et puis on va aussi pouvoir publier des messages. Donc ça c'est la façon en fait qu'on a de faire le truc. Et ça marche du coup très très bien parce que c'est un modèle de programmation qui est complètement unifié. Le truc aussi que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Ah, tu vois, Jérôme, ça a marché. C'est que là, j'ai un Raspberry Pi avec une LED et en fait, c'est un vumètre. Ça me donne en fait, ça réagit au volume sonore. Donc si je montais le son, vous verrez, ça colle exactement, avec vraiment pas de latence, ça colle au volume audio en fait. Ça fait un vumètre. On l'avait presque oublié parce qu'on a eu des soucis, mais il marche très bien.
Donc ça c'est fait en fait, alors pour le coup c'est pas fait en Vertex, c'est fait avec le langage qui s'appelle Golo. Donc l'idée c'est que ce que je fais ici c'est que là encore c'est de la propagation sur l'event bus, j'envoie des messages, donc je m'abonne, j'envoie la valeur courante qui m'a envoyée depuis Tractor, je convertis ça, donc le signal MIDI je le convertis et je le pousse en fait vers un autre objet sur mon réseau. Et dans mon langage favori qui s'appelle Golo, voilà comment je gère. Donc je réagis en fait au message qui arrive et puis j'allume mes LED si le signal sonore passe un certain niveau. C'est ce qui fait que du coup vous avez cet effet de vue-mètre pour pas cher. La conclusion, puisqu'il va être l'heure j'imagine de conclure. Donc le cœur de Vertex, c'est le projet Eclipse, Vertex Core on appelle ça. Autour, vous avez ce qu'on appelle la stack. Donc, c'est des projets autour comme support MongoDB, JDBC, MySQL, authentification, les tokens JWT, donc tout ce qui va graviter autour et que vous avez besoin dans une application typique dans la stack officielle qui va être migrée progressivement vers la fondation Eclipse aussi officiellement, même si ça fait partie de la stack. Et puis, il y a ce qu'on appelle Vertex Awesome, qui est un référentiel sur GitHub où on vous référence tous les projets qui peuvent être utiles quand vous créez vos applications. Par exemple, ce qui permettait de lancer un processus externe, ça fait partie de Vertex Awesome. C'est un projet autre, mais qu'on a identifié comme étant utile quand on fait des applications. Donc, par exemple, s'il y a des gens qui font des bases de données avec Juke, il y a par exemple Vertex Juke qui vous permet d'utiliser ça. Enfin, il y a plein de bibliothèques utiles qui gravitent dans l'écosystème Vertex et qui sont référencées là-bas. Donc vous avez, si vous cherchez votre techno favorite, en principe elle est supportée par Vertex à un moment ou à un autre. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça va être finalement on approche la conclusion, c'est que vous avez dans Vertex et dans son écosystème une programmation qui est réactive de bout en bout. Ce que je veux dire par là, c'est que certes les API sont des API réactives pour traiter de l'asynchrone, mais les briques que vous assemblez sont vraiment réactives, c'est-à-dire qu'elles gèrent l'asynchrone elles aussi. Ce n'est pas le cas d'autres projets où vous avez des API réactives, mais quelque part dans la chaîne, il y a un truc qui va bloquer. D'accord ? Donc dans Vertex, vous avez cette qualité de faire du vrai réactif de bout en bout. On parle souvent de choses à haute disponibilité, haute performance. Ce n'est pas le cas de plein d'applications métiers, c'est vrai, mais Vertex s'adapte aussi très bien à des petites applications. Donc, c'est absolument pas un projet à réserver au haut trafic, aux disponibilités avec des milliards de connexions. C'est pas fait que pour ça. C'est fait pour tous les types. Et surtout, ce qui est vraiment sympa, ça dépend après de votre point de vue, mais c'est pas un framework. Donc, c'est un toolkit. Vous assemblez vos pièces pour faire votre service distribué parmi d'autres. Si vous cherchez des ressources pour vous documenter sur Vertex, donc évidemment, à part le site web, vous avez un guide sur la programmation asynchrone en Vertex pour un développeur Java qui ne connaît pas l'asynchrone. Donc si vous ne connaissez pas l'asynchrone, c'est un guide qui est très bien écrit parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et il va vous amener en fait petit à petit à comprendre ce que c'est que l'asynchrone. Il y a un gap quand même qui est important en termes de paradigme. Et puis l'appréhender correctement avec Vertex. Et puis graduellement, vous partez d'une application qui est un wiki, très mal codé, à quelque chose avec de la sécurité, de la réplication, etc. Vous avez un livre aussi sur faire des microservices en Java avec OpenShift. Et puis vous avez des talks. Donc la version étendue de ça, c'était l'Université d'Evox France avec Julien Viette. Et puis vous avez aussi un talk de Clément qui vous parle de microservices réactifs avec Kubernetes, sans slide, qu'avec du code, et c'est très bien. Voilà, je vous remercie. Merci d'être là, d'être venu. Et puis si vous avez des questions, je répondrai à toutes vos questions maintenant ou en off. Merci.